C'est l'heure tout de suite de notre second débat. Pour une fois, on reste dans l'actualité du jour avec le sommet de l'océan. Il vient de s'ouvrir à Brest. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement attendus. Et pour Emmanuel Macron, une nouvelle occasion de s'afficher en défenseur de la planète. Marion Delpech. Le sommet s'est ouvert sur la musique traditionnelle du Bagad Lanbiwe, groupe de la Marine nationale française. Lors d'une rapide prise de parole, l'envoyé spécial de l'ONU pour les océans est revenu sur l'importance de signer un traité juridiquement contraignant pour sauvegarder la biodiversité de la haute mer, un trésor fragilisé par les activités humaines. Il ne peut y avoir de planète saine sans océan en bonne santé. Et le déclin de la santé de l'océan se mesure 2022 est l'année où on peut stopper ce déclin. Ce traité porte sur plusieurs domaines, comme le souligne la sénatrice du Finistère, qui accueillera dès demain une délégation sénatoriale. Ça permet en fait de tous être au même niveau d'information avec différentes conférences qui permettent de mettre en lumière en fait tout ce qui se déroule au niveau des océans, à la fois sur le fait que ce soit du tourisme, qu'on puisse y développer du tourisme, mais c'est aussi ce qu'on appelle de l'économie bleue, c'est à la fois des transports, donc tout est mis en lumière et le but du sommet, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur comment on protège les eaux internationales, notamment qui sont les eaux qui sont à 370 km de nos côtes. Le sénateur de la Polynésie française rappelle également le rôle essentiel que doit jouer la France dans la protection des océans. Je crois que c'est l'occasion, au travers de ce sommet, à la fois de participer peut-être à une forme de réveil de la conscience maritime française, parce que je crois qu'elle s'est un peu endormie. Et en tout cas, tout le monde n'a pas conscience de l'étendue maritime que représente la France aujourd'hui avec ses outre-mer. C'est 11 millions de kilomètres carrés, c'est énorme, ça fait quand même le deuxième domaine mondial. Mais 97% de ce domaine est dans les outre-mer. Donc je viens aussi pour rappeler la nécessité, pas simplement de faire cette comptabilité, mais aussi de se donner les moyens à la fois de la surveillance, de la protection et d'une meilleure connaissance de notre ZEE, de nos ZEE dans tous les océans. Vendredi, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi les dirigeants des géants du transport européen, se réuniront autour du président français. Plusieurs associations, dont France Nature Environnement, comptent par ailleurs remettre aux responsables français et européens une pétition contre les captures accidentelles de dauphins au large des côtes françaises. Les enjeux de ce sommet de l'océan, que peut-on en attendre? On en parle tout de suite avec Marina Lévy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes océanographe, directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du département Océan et Climat de l'Institut de recherche pour le développement. Frédéric Danhet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialisé des questions environnementales, vous publiez Ensemble pour mieux se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. C'est chez Actes Sud. Cyril Coutancet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous publiez La relocalisation du monde. J'ai pas votre éditeur. CNRS. CNRS Édition, merci beaucoup. Voilà, comme ça, on est précis. Mathieu Croissando, toujours à mes côtés, évidemment. Et avec nous en duplex, en visio-conférence, Romain Troublé, qui est directeur général de la Fondation Tara Océan. Bonsoir, Romain Troublé. Vous êtes ambassadeur de ce One Ocean Summit. Alors justement, je commence avec vous. Vous êtes à Brest. Pourquoi vous avez accepté cette mission? Quel rôle vous pensez jouer? Et puis pourquoi ça vous semble important? Écoutez, pour nous qui défendons les enjeux de l'océan et de la recherche et de la connaissance et de la protection de ces océans depuis 20 ans presque avec la Fondation Tara, quand on voit des sommets comme ça qui n'arrivent pas tous les 4 matins où des chefs d'État se mobilisent pour parler politique sur ces océans, on est là pour essayer de soutenir et pour aussi partager ce qu'on sait, ce qu'on voit aussi avec les scientifiques à bord des différentes missions qui sont menées à travers le monde. Je reviendrai à vous évidemment régulièrement pendant ce débat. Frédéric Danhet, vous le définissez comment, ce sommet? C'est quoi pour vous cet objet-là? Bon, on va essayer d'être gentil. C'est une liturgie laïque, comme on aime bien en avoir. Il y a eu Glasgow, donc on fait des grands gestes, on désigne des coupables, on se réunit, on se parle. C'est très bien, les gens se parlent. C'est une grande foire aux associations, c'est parfait, mais il n'en sortira rien. Parce que la France n'est pas un pays de marins, la France n'est pas un pays maritime, parce que la mer, à peu près tout le monde s'en fout. Donc moi j'aime beaucoup ce que fait Tara. C'est remarquable ce que fait Tara. Je ne sais pas ce que Tara fait là, parce que faut rien en attendre. On va effectivement, on aura l'information va passer, mais enfin,
s'il faut que les chefs d'État se réunissent, alors que les scientifiques, notamment à Brest, à Plouzané, il y a un centre scientifique extraordinaire, il y a un labo extraordinaire qui s'appelle le Lémar, ça fait des années que les infos passent, que madame travaille là-dessus, et il faudrait que tout d'un coup, les politiques se réunissent à Brest pour... Enfin, l'info, elle est là. Oui, l'info elle est là, mais jusqu'à présent, on était plutôt à un niveau technique, effectivement. Marina Lévy, donc là, on passe au cran politique. C'est ce qu'on peut en espérer, en tout cas, de ce sommet. Oui, tout à fait. Je pense que l'info, elle est là, effectivement, depuis longtemps. Ça fait longtemps que les scientifiques alertent sur les méfaits du changement climatique, en particulier sur les océans. Oui. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'occasion, c'est quand même le premier sommet sur les océans, c'est quand même l'occasion d'en parler. Encore et encore, et moi j'en attends beaucoup. Moi j'attends que des mesures, parce que j'en attends beaucoup parce que le pire n'est pas à venir nécessairement, parce qu'on peut encore agir et que tant qu'on peut agir, il faut continuer à parler et qu'il faut continuer à faire des sommets. Et je pense que c'est important de dire dans quelle mesure on peut encore agir et qu'est-ce qu'on peut encore changer et pourquoi on peut encore le changer. Et ça, je trouve que c'est important. Et je trouve qu'il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu d'inégalité entre les pays, c'est-à-dire, et on le sait et on le répète, et ça fait effectivement 20 ans qu'on le répète, mais c'est les pays du Nord qui créent les dégradations. Et pour les océans, c'est comme pour le climat, c'est les pays du Sud et c'est les pays les plus pauvres qui en subissent le plus les Pourquoi ? conséquences. Parce que si la température des océans augmente de 1 ou 2 degrés, qu'est-ce que ça provoque pour leurs principaux habitants ? C'est-à-dire les poissons, ils vont migrer, c'est ça ? Alors, si on augmente la température de 1 ou 2 degrés, il se passe énormément de choses dans les océans. Les poissons, effectivement, vont migrer vers le nord, ils vont migrer vers des températures qui sont plus clémentes pour eux. Oui. Il va y avoir aussi un effet de perte d'oxygène. L'océan va perdre de son oxygène. Et donc, les poissons vont s'éloigner de ces zones qui n'ont pas d'oxygène parce qu'ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Et tout ça, ça se passe aux latitudes tropicales. Donc, on va avoir des pêcheurs norvégiens qui vont trouver dans leur filet des poissons qui viennent des tropiques. Et au contraire, les poissons et les zones tropicales, elles vont en subir les conséquences. On voit les pêcheries de crevettes sur les côtes indiennes où il y a des faillites qui sont liées aux pertes d'oxygène. On voit en Inde les stocks de crevettes, les femmes qui pêchent les crevettes dans le Sine Saloum au Sénégal. Elles ont vu leur stock divisé par 4 en 10 ans. Oui, c'est évidemment déjà... ça, c'est lié au réchauffement. Et ça, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Oui, on va continuer d'en parler. Je reviens quand même à l'enjeu politique de ce sommet. Donc, je rappelle, 41 pays représentés, 18 chefs d'État et de gouvernement, des centaines d'experts, des entreprises aussi privées, des entreprises de transport. Mais Cyril Coutançais, il manque la Chine et la Russie. Et c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Surtout que l'important dans ces sommets, en fait, c'est de mettre l'accent sur des conventions internationales qui pourraient changer la dynamique en cours dans les océans. Il y a des grands sujets, par exemple le sujet de la surpêche. On a un accord qui est en négociation depuis à peu près une quinzaine d'années au niveau de l'Organisation mondiale du commerce pour arrêter les subventions à la pêche. C'est typiquement le genre d'accord qu'il faudrait faire avancer. On a un accord sur la protection de la biodiversité en haute mer qui est pareil en négociation à l'ONU depuis plus d'une dizaine d'années. Et pour les faire adopter, alors il y a un coup de projecteur qui est mis avec ce sommet de Brest, mais pour les faire adopter, il faut un consensus de la communauté internationale. Donc il faut que la Chine soit d'accord, que la Russie soit d'accord, et il faut que l'ensemble de ces pays soient d'accord pour faire avancer, pour qu'on ait une chance, effectivement, de faire changer les choses. Ouais. Romain Troublé, je reviens vers vous, parce que vous avez entendu les critiques exprimées par Frédéric Danhé, ou effectivement les craintes qu'on peut avoir parce que la Chine et la Russie sont pas là. Vous dites quoi ? Vous dites malgré tout, il y a là une occasion à saisir, et espérons que les chefs d'État qui sont là vont un peu faire bouger les choses, notamment sur cette question de la haute mer. Il faut rappeler les enjeux de c'est quoi ce qu'on appelle les eaux internationales, en fait. Ouais, moi j'écume les mers et j'écume aussi les sommets internationaux depuis une quinzaine d'années maintenant. Sur ce sujet d'océan, en fait, sont à chaque fois des sujets qui sont abordés sur le plan technique. Il n'y a jamais de ministre qui vient discuter, il n'y a jamais de chef d'État qui s'intéresse à ces sujets. Donc il y a un vrai sujet de comment on remet en avant cet enjeu politique qu'est la mer aujourd'hui. Et vous l'avez rappelé, cette année 2022, il y a énormément d'échéances qui vont se dérouler, il y en a à peu près 4 ou 5 même sur l'année. Comment mobiliser autour de ces enjeux de l'océan un groupe de pays qui disent à l'ONU, nous on veut en être, on veut aller se déplacer, on veut des engagements ambitieux. Et ça c'est
des choses comme Brest, c'est une opportunité pour essayer de fédérer les gens autour de ça. Bien sûr que le sommet de Brest ne va pas sortir la baguette magique. Il ne faut pas attendre de ce sommet des résultats, des décisions. Il faut attendre de ce sommet une dynamique. Et c'est là-dessus, c'est la raison pour laquelle moi je suis venu ici, pour essayer de soutenir cette dynamique vers des ambitions plus fortes sur les accords de l'année 2022. Ouais. Et sur la haute mer, juste pour bien comprendre, aujourd'hui c'est quoi? C'est un espace de non-droit, on peut dire ça d'une certaine façon? Sur la haute mer, c'est une zone qui représente quasiment la moitié de la surface du globe, qui est à plus de 370 km des côtes de n'importe quel pays de la planète et n'importe quelle île de la planète. Et cette haute mer, aujourd'hui, elle est pas réglementée. Sur énormément d'enjeux de trafic d'hommes, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de pollution aussi. On peut pas. Il y a très très peu de textes en fait qui permettent aux marines internationales d'arraisonner des bateaux quand ils voient des délits. Les délits ne sont même pas définis. Donc il y a encore tout à définir pour ça. Mais après, quand on dit ça, on dit est-ce que le politique suffit? Non. On voit bien qu'à la COP, climat par exemple, la politique, ça avance pas très vite. On n'empêche que là, sur l'océan, on n'a même pas la politique qui est déjà là. En fait. Donc on est vraiment un peu à la traîne. Oui, donc il y a encore beaucoup de chemin. Mathieu, un focus quand même sur l'enjeu. Alors là, pardon, je reviens un peu cocardier, un peu tricolore, mais il y a un enjeu pour Emmanuel Macron quand même. Voilà, il va lancer le sommet. On est en pré-campagne pour lui présidentielle. Il peaufine sa stature internationale. Ça le différencie de ses concurrents. Enfin bon, il y a tout ça, quoi. Oui, et d'autant qu'en plus, il a un curieux bilan sur l'environnement, Emmanuel Macron, parce qu'il a plutôt plus fait que le quinquennat précédent, celui de François Hollande, plus fait même que celui de Nicolas Sarkozy, et pourtant, par certaines décisions, par certains actes, il est jugé anti-écolo, ou traître, ou hypocrite sur cette question. Il y a probablement, à mon avis, peu d'impact sur la politique intérieure à attendre de ce sommet, à part l'idée d'avoir... Pendant que les candidats se battent, lui qui joue son rôle de président et de chef d'État à l'international. Après, moi j'ai quand même un bémol par rapport à ce que vous disiez, parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, et je pense que ces grands-messes, même si elles ne débouchent pas sur des engagements précis, elles permettent quand même une forme de sensibilisation dans l'opinion publique, et on sait que petit à petit, c'est comme ça. Alors après, c'est peut-être trop pointu, mais le climat est devenu une question d'opinion, puis une question de génération. C'est pas que du climat, ça. Non, mais aussi en raison des grandes messes, aussi en raison des... Oui, mais enfin, on part de loin. Moi, j'ai coutume de dire que depuis Louis XVI ou Napoléon III, aucun dirigeant français ne s'intéressait à la mer. Enfin, qui sait en France que la France a la deuxième zone économique exclusive du monde? Qui sait que la France est le seul pays présent sur tous les océans, donc a une responsabilité sur les récifs coralliens? Qui sait qu'en France, 80% de nos marchandises importées arrivent par bateau? Qui sait qu'en France, on a un des plus gros réseaux de stations biologiques d'études? On a la 5e flotte d'études scientifiques au monde. La France est la deuxième puissance maritime de par toutes ces données. Et tout le monde s'en fout. Alors même que, encore une fois... Ça devrait être un atout majeur. Mais c'est un atout majeur. Et puis, on voit bien... si les Russes et les Chinois sont pas là, il y a un intérêt géopolitique. Les Chinois, pendant que nous, on a le regard tourné sur l'Ukraine, les Chinois, ils vont planter des drapeaux sur le moindre îlot pour étendre leur territoire par l'extension des zones de pêche. Et les Russes font exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'eux prévoient le coup d'après du changement climatique, l'ouverture du passage du nord-ouest, c'est-à-dire la fonte des glaces en hiver, qui permettrait de récupérer 30% du récif de porte-conteneurs et des transporteurs de gaz naturel liquéfié dont ils auraient le contrôle, vu qu'ils seraient quasiment le seul pays, avec le Canada, à pouvoir contrôler tout ça. Et nous, on regarde ailleurs. Et nous, on regarde ailleurs. Enfin, c'est fascinant. C'est fascinant. On n'est pas un pays de marins, on est un pays de paysans. Mais c'est ça que je ne comprends pas, parce que vous l'avez dit, deuxième espace maritime au monde, ça représente plus de 10 millions de kilomètres carrés répartis sur tous les océans. Et malgré tout, vous dites, on n'est pas un pays de marins. Non, on n'est pas un pays de marins. On est un pays de paysans. Les Anglais sont des marins, les Américains sont des marins. Nous, on n'est pas un pays de marins. On ne s'est jamais tourné vers la mer. Ça vous fait réagir. Cyril a une explication. Non, on est un pays, en fait... Au niveau des gouvernants, je pense qu'on n'a pas des gouvernants marins. Alors, effectivement, Emmanuel Macron a recréé un ministère de la mer. Bon, ça permet de donner une visibilité. Mais en fait, on est un pays de marins aussi. C'est-à-dire que sur le littoral, on a des marins. Ce qui est paradoxal dans notre pays, c'est qu'on a des acteurs dans l'économie maritime qui sont très puissants. CMA CGM, par exemple, qui est le 3e armateur de porte-conteneurs au monde. On pose des câbles sous-marins. Enfin, on a des acteurs qui sont très puissants. Dans le domaine de la recherche, on a des acteurs qui sont... On en parlait tout à l'heure, mais la Sorbonne, par exemple, au niveau du classement de Shanghai, est 3e mondial dans l'océanographie. C'est quelque tout ça, chose ça nous donne la légitimité pour organiser ce sommet d'une certaine façon. On a une légitimité parce qu'on a la tête
de la deuxième ZEE du monde et en fait du premier espace maritime du monde, parce qu'avec les extensions du plateau continental. Donc on a une légitimité et surtout une responsabilité. Et puis là où je voulais dire qu'on était quand même marin, faut pas oublier tous nos territoires d'outre-mer. Et oui. Parce que là, il y a notre espace maritime, il vient des Outre-mer. La biodiversité la plus riche, elle vient des Outre-mer. Et ce sont des peuples, à Wallis et Futuna, en Polynésie, etc., qui sont des peuples de marins. Ils ont écrit toute une histoire extraordinaire. Mais je reviens là sur... Allez-y. Excusez-moi, il y a aussi un autre enjeu de ce sommet, c'est justement l'éducation à l'océan. Je veux dire, on est un pays où la surface maritime est importante et on n'apprend pas l'océan à l'école. Ouais. Et ça, c'est un des enjeux, c'est d'apprendre le fonctionnement de l'océan, parce qu'on ne peut le défendre que quand on a compris un petit peu comment ça fonctionnait. On fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait des maths, on ne fait pas d'océanographie. Les maths, on n'en fait plus beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est un enjeu de cette campagne, là, c'est reparti. Mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, l'intérêt de ce sommet, c'est que nous, médias, on est en train de faire un débat de 40 minutes là-dessus et de faire aussi un peu de pédagogie. Par exemple, je donnais le chiffre sur l'espace maritime français, 23% des eaux protégées. Ça veut dire quoi, ça, quand on dit des eaux protégées ? Alors, les eaux protégées, ça veut dire que c'est des eaux où on va essayer de faire en sorte que les écosystèmes ne soient pas affectés par les activités humaines. Ouais. Donc, on va éviter de faire des pêches, de protéger. Et on a prouvé que c'était efficace. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, quand on protégeait certaines régions, ça permettait une restauration des écosystèmes. Donc c'est ça les eaux protégées. Oui, d'accord. Romain Troublé, c'est aussi un enjeu de ce sommet de Brest, étendre des zones protégées, c'est ça ? Bien sûr, oui. Il y a cette année en Chine, justement, un sommet qui est le sommet de la biodiversité biologique, la CDB, qui a lieu à Kunming. On ne sait pas encore trop quand, mais qui devrait se mettre l'État d'accord sur une protection de la planète océan de 30% en 2030. C'est la target. Les Chinois sont pour l'instant à bord de cette idée. Après, qui dit protection, dit quelle protection, quel niveau de protection. Tout n'est pas forcément très efficace, et c'est là le diable sera dans les détails. Alors ce sommet est là aussi pour pousser ça. Sur ce sommet, en fait, je pense que pour que vos téléspectateurs comprennent, l'océan il est affecté par deux types d'activités. Il y a les activités humaines terrestres d'une certaine manière. Réchauffement climatique, c'est ça se fait à terre beaucoup. Ça, et puis la pollution plastique, on va en parler. Pollution plastique, etc. Mais après, et c'est peut-être l'intérêt de ce sommet, c'est que quand vous disiez que la haute mer était par exemple peu régulée, elle est surtout... Alors c'est régulé parce qu'on a une convention des Nations Unies, celle du droit de la mer, qui la régule, mais sauf qu'elle n'a pas prévu toute une série d'activités. Et en fait, l'océan... supporte de plus en plus d'activités humaines. Pendant très longtemps, on a eu la pêche, le transport maritime. Maintenant, on a la pose de cap sous-marins, on a des champs d'éoliennes, on a des champs pétroliers, gaziers, etc. On aura peut-être de l'extraction minière. Voilà, alors il y a la question des questions. Et c'est pour ça que ces aires marines protégées, justement, qui étaient évoquées, sont importantes, parce que cette explosion d'activité humaine fait que il y a une série d'impacts justement pour la biodiversité marine qui est très importante et de plus en plus importante, le bruit, etc. Il y a des tas de choses et donc il faut avoir des sanctuaires entre guillemets pour. Et ça marche. Il ne faut pas oublier que même si on a ces sanctuaires, ça va de pair avec le changement climatique. C'est-à-dire et que même si on arrangeait tous les autres problèmes, simplement avec le changement climatique, on affecterait l'ensemble des écosystèmes dans les océans. Justement du fait du réchauffement, du fait de l'acidification. Alors c'est quoi l'acidification ? Encore un peu de pédagogie. Alors l'acidification, c'est le fait que l'océan en fait nous a protégés un petit peu du changement climatique en absorbant un quart des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Et ce gaz étant acide, quand il est dans l'océan, il le rend plus acide. Et donc on observe une acidification des eaux, ce qui va faire que certains organismes vivants, certains coquillages, certains organismes qui ont des squelettes calcaires, des huîtres, voilà, les coraux, le corail aussi, n'arrivent pas à vivre dans ces eaux plus acides. Donc ça affecte les écosystèmes. Alors, de manière vraiment spectaculaire, c'est pas anecdotique. Surtout le réchauffement, où on voit les massifs de coraux, les blanchiments de coraux, et ça c'est vraiment complètement lié au changement climatique. Et donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est à l'échelle planétaire. Ouais, j'ouvre un chapitre pêche avec ce chiffre donné par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 2 espèces de poissons sur 3 qui sont surexploitées. Frédéric Daen, est-ce que il faut, et peut-être surtout, est-ce qu'on peut interdire certaines formes de pêche ?
C'est déjà le cas. Il y a des pêches. C'était le cas pour le thon rouge. Vous savez, on a crié haro sur le thon rouge. Les pêcheurs, c'est pas bien. Ils pêchent mal. Mine de rien, on a fait appliquer, parce que nous, pays riches, avons les moyens de faire appliquer les quotas. On a obligé les pêcheurs, les thoniers, à signaler leur débarquement. On les a obligés à prendre des observateurs, notamment beaucoup de scientifiques de l'IFREMER sur les bateaux. Et résultat, aujourd'hui, le thon rouge se porte mieux en Méditerranée. Donc ça marche. Ça marche. L'océan, il a cette capacité de se régénérer, en fait. Comme vous l'avez dit, moi je l'ai vu, j'ai plongé pendant 15 ans partout dans le monde. Vous interdisez simplement la pêche sur une région pendant 1 an ou 18 mois. Ça s'appelle un cantonnement de pêche. Par exemple, mettez 3 drapeaux et vous dites aux pêcheurs, souvent ils décident eux-mêmes, vous arrêtez de pêcher. Et les choses reviennent. Assez vite. Ah oui, ça va vite. Les poissons sont là tranquilles, ils se reproduisent, et puis quand il y en a trop, ils s'en vont, ils s'émettent ailleurs. C'est ce qui a fait le succès de l'acceptabilité sociale du parc naturel, du parc national de Port-Cros, parce qu'ils ont joué sur les pêcheurs. Les pêcheurs au départ râlaient en disant on veut chasser du mérou, non vous ne chasserez pas de mérou, mais puisque vous ne chassez pas de mérou, regardez, dans 10 ans ils vont grossir là autour de Port-Cros, puis après ils iront ailleurs, et là vous les vendrez plus cher parce qu'ils seront plus gros. Et ça a marché. J'ai perdu le fil de ce que la question des formes de pêche qu'il faut interdire ou pas. Ça, c'est général. En Europe, globalement, les choses vont mieux. Et en France, encore mieux sur la façade atlantique. C'est-à-dire que par rapport à il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a à peu près 60% des stocks de poissons qui vont à peu près bien. C'était 25% il y a 20 ans. Sur la façade atlantique, sur la façade méditerranéenne, c'est la catastrophe. Là, il y a à peu près 90% des stocks de poissons qui vont mal. Encore une fois, c'est une question de volonté des États à contrôler. Et de la même façon, pour les aires marines protégées, on peut faire un rond autour des terres australes et antarctiques françaises en disant c'est protégé. Mais oui, mais quand vous avez une protection sur 200 000 nautiques, il faut avoir une marine de guerre qui a les moyens d'intervenir. Ce qui a fait qu'autour des terres australes et antarctiques françaises, parce que là-bas il y a un bâtiment de la marine nationale et un satellite qui est dévolu à ça, la pêche à la légine est devenue C'est quoi la pêche à la légine ? La légine, c'est un poisson tout moche qui vit dans les abysses, qu'aiment beaucoup les Américains et les Chinois, et les stocks étaient quasiment épuisés, et là ils sont remontés. Génial, j'ai appris un mot grâce à vous et une espèce, la légine. Romain Troublé, je suis content. Je reviens vers vous, Romain, parce que vous me disiez, on s'est vu dans d'autres émissions auparavant, sur une autre chaîne, Bismart pour ne pas la nommer, que c'était un enjeu de société, en fait, le fait de réguler la pêche. Oui. C'est un choix de société. Je crois que, bien sûr, on ne protège pas l'océan parce qu'il est joli et que les animaux sont beaux et que on le protège parce qu'on en a besoin, en fait. On a besoin pour ces écosystèmes pour respirer, pour stocker le carbone, on en a déjà parlé aujourd'hui, et on a aussi besoin pour se nourrir. Et les enjeux de protection ne sont pas contre la pêche, ils sont pour garantir demain, comme l'a déjà dit Frédéric, une pêche qui va continuer à produire, qui va continuer à apporter un gagne-pain des pêcheurs autour de la planète. Et c'est pour ça qu'on doit protéger des cœurs de parc très fortement pour qu'autour on puisse pêcher. Et c'est en train d'être compris par pas mal de pêcheurs dans le monde entier, mais il y a encore beaucoup de travail pour atteindre la masse critique. Cyril Coutançais, je vais vous poser une question qui vous semblez totalement idiote, mais est-ce qu'on mange trop de poissons en France et en Europe ? On en mange pas mal, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est en dynamique ces affaires-là. Et en fait, l'évolution qu'on voit depuis 15-20 ans, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les pays se développent, et notamment les pays en développement, Chine, etc., ils mangent beaucoup plus de poissons. Et donc, en fait, il y a une demande de poissons qui est beaucoup plus importante. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un poisson, là, on n'a pas toujours conscience parce qu'on a l'image du vieux loup de mer qui part sur son chalutier, etc. Mais c'est que la majeure partie du poisson qui est consommé dans le monde aujourd'hui est élevé. Il n'est pas pêché. Dans le cadre de gigantesques fermes aquacoles. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, c'est une des raisons qui explique aussi la surpêche, parce qu'on pêche un quart des poissons dans le monde aujourd'hui pour nourrir ces élevages. Donc on est sur des modèles qui sont... Alors là, c'est vraiment l'absurdité complète, quoi. Mais il y a aussi des systèmes, par exemple, il y a des systèmes en aquaponie, il y a des alors c'est même des fermes, c'est hors sol, quoi. On n'est même pas dans l'océan. C'est une source, d'ailleurs, j'ai appris ça, de revenus complémentaires pour des agriculteurs qui imaginent installer dans des hangars dont ils se servent plus des fermes pour, par exemple, élever des truites, quoi. Mais qui sont au démarrage. Le problème, c'est qu'il faut raisonner. L'océan couvre la quasi-totalité du globe. Il faut raisonner à l'échelle du globe. C'est-à-dire que ce qu'on voit se développer, effectivement, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. La pêche globalement dans les eaux européennes, c'est
plutôt amélioré, les stocks et autres, mais c'est à l'échelle mondiale qu'il faut voir ça, et à l'échelle mondiale, c'est pas bon parce qu'effectivement, il y a une demande de pêche supplémentaire, il y a de la surpêche qui est assurée, en Asie, on en a beaucoup, et puis on a des bateaux asiatiques qui vont au large des côtes africaines, si bien que les pêcheurs artisanaux au Sénégal et autres n'ont plus de prise à faire. Donc on peut avoir des choses qui s'améliorent dans nos pays en Europe, mais il faut élargir notre focale et voir que sur l'ensemble du globe, c'est pas forcément fabuleux. D'accord. Bon, et puis si on mange trop de poissons et qu'on peut plus manger de viande rouge, on va tous passer au tofu. C'est pas très fun non plus. Non, faut pas exagérer. Non. Bon, on est d'accord. Je voudrais vous entendre peut-être sur la. Moi, je suis pas anti-pêcheur, loin de là, mais la pêche au chalut. Qu'est-ce que ça représente, Marina Lévy, et pourquoi elle est critiquée aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser la question. Peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Peut-être Cyril Coutançais, c'est quoi? Ça détruit le fond des... Pareil, je passe. Qui veut y aller? Je ne suis pas allez, on y va. Alors il y a chalut et chalut. Ouais. Ce qu'on reproche aux chaluts, c'est les chaluts de fond en fait, qui vont aller chercher... vous imaginez une gigantesque herse de laboureur qui a derrière un tracteur, sous forme d'un filet métallique, voilà, avec la gueule grande ouverte qui fait 10, 15, 20 mètres de large et qui va racler le fond. Donc il va tout prendre. Donc ça détruit tout, quoi. Ça détruit tout. Ouais. Par contre, le chalut, quand il est mis en pleine mer pour pêcher des bancs de poissons compacts, c'est l'anchois, c'est le maquereau, c'est la sardine, là il n'y a pas de dégâts. Donc il y a chalut et chalut. Le problème c'est qu'on assimile tout à ça. Du coup on se met à dos les pêcheurs. Mais le chalut de fond, sur certains milieux très pauvres, en fait, il faut voir que là donc où... Ça dépend comment on l'utilise. Ça dépend comment on l'utilise. Et là où on l'utilise, le problème du chalut de fond, c'est qu'il est utilisé en Europe, là où les poissons se trouvent, notamment les morues. Et là où les morues se trouvent, c'est sur des espèces d'oasis au fond de la mer, des récifs coralliens d'eau froide. Le problème, c'est qu'une fois que vous passez le chalut, certes, vous avez pris les morues, mais vous avez pris l'endroit aussi où elles se sont reproduites. Donc, elles ne reviendront pas. Ouais. Voilà, et ça, faudrait l'interdire. Romain Troublé, est-ce que ça fait partie des enjeux du sommet et effectivement, est-ce que c'est pas interdire le chalut, c'est interdire certaines formes de pêche au chalut? Alors, ce n'est pas un enjeu du sommet tel qu'il est discuté aujourd'hui dans les ateliers ici. On ne parle pas beaucoup de techniques de pêche, on parle plus davantage de zones à protéger et de voilà. Mais je suis d'accord avec vous que si on détruit l'habitat, en fait, on détruit l'écosystème et il ne reviendra jamais, en fait. Et donc c'est là le problème, c'est ce que dit Frédéric, c'est qu'il faut essayer de freiner ou alors d'assurer les chaluts là où il y a de la gravière, où ça affecte pas ces écosystèmes-là et les mettre toujours au même endroit. Et donc c'est pas un gros impact sur l'écosystème. Allez, deux éléments dans ce débat, des critiques qui visent le président français, puis vous allez voir, ça va nous amener à une autre thématique. D'abord, c'est Greenpeace qui évidemment publie, qui sera présente peut-être on va dire en marge de ce sommet à Brest. On a choisi un tweet, regardez, un énième numéro de claquette d'Emmanuel Macron, je cite évidemment Greenpeace France, avec un détournement de l'affiche de Don't Look Up pour parler de déni océanique, et puis un son de cloche assez similaire chez l'ancien directeur des campagnes de Greenpeace France, qui est devenu candidat à Europe Écologie Les Verts à cette présidentielle, c'est Yannick Jadot, on l'écoute. Quand je vois que la France n'a même pas signé le moratoire sur l'exploitation, l'exploration des fonds marins, on voit que la logique du président de la République, c'est de faire des sommets, c'est toujours de les appeler avec des mots anglais d'ailleurs, c'est « Make the planet great again ». En fait, on ne sait pas s'il s'adresse vraiment aux Français quand il s'occupe d'écologie. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'agit pas. Personne n'est là sur ce plateau pour défendre le bilan du quinquennat Macron sur la défense de l'océan, donc on ne va pas rentrer là-dedans. En revanche, ça m'ouvre une thématique, Cyril Coutançais, c'est cette histoire d'exploration, d'exploitation des fonds marins. C'est quoi? On y cherche quel type de minerais ou de métaux? Alors, déjà, il faut distinguer deux choses, parce que là, Yannick Jadot englobait les deux, exploration et exploitation. En fait, sur les fonds marins, on a des ressources minérales, donc des métaux en gros, pour faire simple. Et donc, effectivement, alors c'est une vieille lune, parce que ça existait déjà dans les années 70, on imaginait aller cueillir récupérer des nodules polymétalliques, etc., etc. Sauf que ça coûte très très cher en fait. Alors surtout les techniques n'étaient pas opérationnelles, mais on a une autorité de l'ONU, une agence, une autorité internationale des fonds marins qui gère ces fonds. Et donc après il y a deux sujets. Il y a l'exploration qui est d'aller voir
d'aller cartographier ces zones, donc pas d'exploiter. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on a besoin, on ne les connaît pas ces fonds marins de toute façon, on en connaît très peu. Donc d'acquérir de la connaissance, de voir comment la vie se développe, comment elle existe, ça c'est important. Donc de ce point de vue, la recherche est importante. Après l'exploitation, effectivement, on peut mettre de mes bonnes là-dessus, c'est que de toute façon, ça aura un impact, ça on le sait, sur les écosystèmes. Et puis surtout, je m'interroge moi sur le modèle économique de cette affaire-là. C'est-à-dire que les métaux, on en a à terre, on en a beaucoup. Il y a encore beaucoup de mines, on peut en trouver encore beaucoup. Et puis on a des réserves de métaux qui sont en train d'être exploitées par de plus en plus d'acteurs économiques. C'est via le recyclage. France Télécom, Orange va retirer ses fils de cuivre, son réseau de cuivre par exemple en France. Ça, c'est des métaux qui sont disponibles, qui sont assez faciles. C'est plus simple de les récupérer et de les recycler plutôt que d'aller les chercher au fond des mers. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on parle aussi des métaux rares qui servent notamment à fabriquer tous nos outils informatiques? Là, potentiellement, on en manquera sur Terre. Il va peut-être falloir aller chercher en mer. Non, pas d'accord. On n'en manque pas sur Terre. En fait, mais les ressources existent. Ouais. Après, la question, c'est alors il y a des oppositions quand on veut ouvrir des mines sur des métaux rares, etc. Ouais. Mais les ressources existent. On en a encore pour des siècles. Et après, est-ce qu'on a un équilibre économique quand on exploite ces ressources? Mais on n'a pas de problème de ressources, en tout cas à terre. Ça, à la surface de la Terre. C'est une exploitation des modules. Ça date. Moi, je me souviens, le premier numéro de Science et Avenir que j'ai acheté, j'avais 13 ans. La couverture, c'était l'Ifremer va trouver les nodules polymétalliques. Donc on a 40 ans qu'on en parle. On a peut-être encore le temps. On verra bien. Les océans couvrent 70% de la Terre. Il faut peut-être rappeler cette info de base. C'est pour ça qu'on parle de planète bleue. L'un des effets du réchauffement climatique, c'est la hausse du niveau de la mer. Écoutez ce qu'en dit notre ambassadeur des pôles, Olivier Poivre d'Arvor. Si nous ne faisons rien, pas dans un siècle, dans 10 ans, 600 millions de personnes auront les pieds dans l'eau. Si nous ne faisons rien, dans 80 ans, en 2100, les prévisions du GIEC sur l'élévation du niveau de la mer, qui sont d'1,50 m, seront largement dépassées. On sera à plus de 2 mètres. Et là, ça sera 2-3 milliards d'habitants qui seront vraiment submergés. Donc, il y a une urgence. Marina Lévy, je vais un peu être franco-centré, mais il y a des villes françaises qui sont effectivement menacées à court terme par cette montée des eaux? Disons que ce qu'il faut savoir là-dessus, je ne vais pas me concentrer sur le cas de la France, mais ce qui est intéressant par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que je trouve que c'est ça le point vraiment clé, c'est que la montée du niveau de la mer, ça dépend du taux de réchauffement. Oui. Et ce taux de réchauffement, ça dépend des quantités de gaz à effet de serre qu'on va continuer à émettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Oui. Mais par contre, vraiment, ce qu'on peut faire, et j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut limiter la montée du niveau de la mer. Et que ce qui va compter, c'est pas tellement le niveau moyen de montée du niveau de la mer. Alors d'accord, ça va peut-être, dans certains cas, faire déborder. Bon, on peut se protéger avec des digues, etc. Mais surtout quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça peut faire des inondations qui peuvent être bien plus dévastatrices si le niveau de la mer augmente. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a moyen d'agir aujourd'hui pour que dans 50 ans, dans 100 ans, ça soit pas... Comment? En limitant notre consommation de carbone et nos émissions de gaz à effet de serre, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et ça, les scientifiques sont en mesure de vous dire de combien il faut limiter. Et c'est tous les travaux du GIEC qui ont été mis en lumière par le GIEC. C'est de combien est-ce qu'il faut limiter les émissions de carbone pour arriver à limiter l'augmentation du niveau de la mer. Ouais. Alors après, pour le détail des villes françaises... Il y a 2 exemples. Biarritz, par exemple, j'y étais à Noël. Biarritz, il y a des panneaux partout qui vous alertent sur un risque de submersion. Vous pouvez être emporté par une vague, ça c'est bien connu. Et puis un risque d'érosion. Donc ça c'est naturel, mais c'est considérablement aggravé par la hausse du niveau de la mer qui rend la mer plus agressive, on va dire. Le casino de Biarritz, dans 10 ans, il n'est plus là. Il est déjà protégé par des sacs de sable gigantesques. Je ne vois pas comment ça pourra tenir encore pendant 10 ans. Un autre exemple, Dunkerque. Entre Dunkerque et une ville qui s'appelle Saint-Omer, il y a un triangle qui s'appelle les Watringues. C'est une zone qui était gagnée sur l'eau, c'est un polder au XIIIe siècle. Et c'est une zone qui n'est hors d'eau que parce qu'il y a des pompes qui refoulent l'eau de mer et l'eau de pluie. Il y a plus d'eau de pluie, il y a plus d'eau de mer. Donc cette zone, il y a 200 000 habitants, c'est une zone maraîchère, ne dépend que de la bonne santé des pompes. Et là, par exemple, il n'y a plus d'argent pour les pompes. Oui. Il manque 600 000 € pour que les pompes continuent à fonctionner. Voilà une conséquence concrète de la montée du niveau de la mer
une conséquence concrète de l'augmentation des abats d'eau, de la pluviométrie à cause du changement climatique. Mais alors, je sais pas, moi je pense aux Pays-Bas, c'est-à-dire que les Pays-Bas vont... Ils sont habitués. Une partie des Pays-Bas, non mais je sais qu'ils sont habitués, mais ils vont être rayés de la carte. Alors, ils sont habitués effectivement, mais surtout, on a nos territoires d'outre-mer qui risquent d'être très touchés, puis par un deuxième effet du réchauffement climatique, qui sont les phénomènes climatiques extrêmes. On en a vu une illustration avec Irma là dans les Antilles, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Ça a eu des conséquences dévastatrices et on en aura plus de nouveau, et ça pour les territoires d'outre-mer c'est quand même une problématique qui est immédiate, qui est majeure. Et ça, Romain Troublé, c'est évidemment un enjeu planétaire. On parle de 40 pays représentés, 18 chefs d'État et de gouvernement. Ils viennent vraiment des 5 continents, d'un peu partout ? Oui, un peu moins d'Asie qu'ailleurs, mais il y a quand même des pays, notamment des maires de villes submersibles comme Lagos qui vont être là, qui viennent, qui sont représentés, et qui, eux, se posent la question de comment s'adapter, qui va payer l'adaptation de ces villes de demain à la montée de la mer, quel va être l'impact social, parce qu'en fait, qu'on va relocaliser des quartiers entiers, des gens qui ont vécu là, qui sont nés là où ils sont nés, on va leur dire vous allez changer d'endroit, votre chez vous, ça va être ailleurs. Comment on va gérer tout ça ? C'est une question qu'il faut commencer à se poser maintenant, parce que on va mettre bien 40 ans à trouver des solutions. C'est un des enjeux aussi de ce sommet. Ouais, on est vraiment dans le concret d'aujourd'hui et des prochaines décennies. Allez, il nous reste 5 minutes pour parler du plastique. 13 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans. C'est le One Ocean Summit qui donne ces chiffres dans les documents de préparation du sommet. Là encore, un peu de pédagogie. Marina Lévy, on parle souvent du 7e continent de plastique. C'est vraiment... réunis en un seul lieu, de quoi on parle en fait ? Il y en a plusieurs. En fait, on parle d'abord les sources de plastique. Il faut savoir que le plastique vient essentiellement de rejets par la terre. C'est pas les bateaux, c'est vraiment les rivières qui apportent du plastique. Il y a différentes formes de plastique. Il y a ce qu'on appelle les macroplastiques, les bouteilles, etc. Et puis il y a plein de microplastiques qu'on voit pas, ne serait-ce que quand on lave notre linge et les fibres synthétiques qui passent dans les eaux usées et qui vont Alors en fonction de la taille des plastiques, on va les microplastiques, ils vont être répandus partout dans les océans, ils vont être dispersés. Et puis les macroplastiques, ils vont avoir tendance à flotter et on va les voir se concentrer au centre des grands gyres océaniques. Et donc on voit maintenant, on peut les voir par avion, on voit très bien des concentrations de macroplastiques. Donc il y en a plusieurs, c'est pas un seul continent. C'est-à-dire que la formulation, le 7e continent plastique, elle est un peu fausse. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs gyres et on les voit, on arrive à cartographier vraiment maintenant des concentrations plus élevées de macroplastiques au centre des gyres. Par contre, les microplastiques, là c'est beaucoup plus complexe. Il y en a dans toutes les profondeurs, vraiment on en retrouve dans toute la colonne d'eau. On les retrouve, c'est ingéré par les poissons. Ces microplastiques, on les retrouve dans les intestins des poissons. Et là, on n'arrive pas très bien. Un des enjeux scientifiques, c'est qu'on n'arrive pas très bien à suivre en fait toute cette quantité de plastique. On a un plastique manquant, si vous voulez. On n'arrive pas encore à savoir ce qu'il est devenu. Oui. Et donc, il y a des recherches pour savoir où est le plastique qu'on a mis dans les océans. Romain Troublé, au gré des missions de Tara Océan, vous voyez cette pollution s'aggraver ? Parce qu'il y a aussi, moi j'ai souvent discuté avec des navigateurs, des aventuriers, des sportifs qui disent c'est pas partout visible, c'est tellement grand. Non, je pense qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre ces fameux continents de plastique dont on parle souvent et le reste de l'océan. On a trouvé avec Tara... du pôle Nord jusqu'à l'Antarctique, des plastiques qui sont des microplastiques partout sur la planète, partout, et c'est ça qui est assez alarmant. Et quand on voit ça, qu'on est marin, qu'on est sur le pont d'un bateau, qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit mais c'est pas ici la solution. La solution elle est à terre, il faut arrêter d'en jeter, et c'est là où il faut agir. Et c'est pour ça que les enjeux de l'océan sont des enjeux sociétaux, parce qu'en fait de quoi on parle d'économie circulaire, on parle de mieux capter nos pollutions, de ne plus en jeter dans la nature. On parle de mettre moins sur le marché, de réduire, etc. C'est là que les enjeux comme les lois AGEC, par exemple, qu'on a eu en France, peuvent aussi apporter des solutions. Oui, parce que ça oblige les entreprises à se lancer évidemment massivement dans l'économie circulaire. Frédéric Danhaye, je termine avec vous. Allez, il nous reste une petite minute, peut-être sur une note un peu plus positive. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais si on laisse souffler l'océan, il a quoi ? Il a une capacité à se régénérer Oui, mais même une marée noire. C'était étudié à Brest, d'ailleurs, à Plouzané. C'est par Michel Glemarec, je me souviens, Yves Tilly, c'est le modèle de substitution. Ils avaient travaillé sur la Moco Cadiz. Ils ont créé un modèle, donc le modèle de substitution, qui montre
compte que si, après une marée noire, on fout la paix à l'écosystème pendant 8 ans, tout est revenu à peu près. C'est le à peu près qui compte. Parce que c'est ce à peu près qui peut créer un effet de bascule si ensuite il y a une nouvelle marée noire. Donc même en cas de marée noire, l'écosystème marin a une capacité phénoménale à se renouveler. Et moi, je l'ai vu partout où vous foutez la paix aux poissons, vous foutez la paix au milieu marin. Enfin, moi, je vous invite, si un jour vous avez l'occasion, vous allez à Cerbère-Banyuls. Voilà, il y a une réserve intégrale qui dépend du muséum. Allez-y, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu au monde. C'est un peu la Méditerranée comme s'il n'y avait pas les hommes. C'est tout petit, ça fait 110 hectares. C'est une merveille. Et autour, vous avez les pêcheurs espagnols qui sont très contents. Bon, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Romain Troublé, bon sommet de l'océan à Brest. Frédéric Danet, donc votre livre, c'est Ensemble pour mieux se nourrir. C'est chez Actes Sud. Et Cyril Coutancet, La relocalisation du monde au CNRS Éditions. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain. Merci Mathieu. À demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et